Joliba Afternoon News. Affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel, l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et Mme Boiré Fili Sissoko Dabo placés sous mandat de dépôt. Transition au Mali, l'imam Mahmoud Dicko se prononce. L'ancienne autorité morale du M5 RFP n'est pas pour une probable prolongation de la transition. Dans la page culture de ce vendredi, nous recevons le danseur et chorégraphe Daouda Keita. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Joliba TV News. Nous en parlions tantôt, Soumeylou Boubèye Maïga a été mis sous mandat de dépôt ce jeudi par le procureur général de la Cour suprême, Mamadou Timbo. Convoqué devant les juges, l'ex-premier ministre devait être entendu sur l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire. À l'issue de l'audience, le juge d'instruction a décidé de le mettre sous mandat de dépôt en attendant la suite de l'enquête. Après Soumeylou Boubèye Maïga, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, est la deuxième personnalité inculpée et placée sous mandat de dépôt ce jeudi 26 août 2021. Boiré Fili Sissoko a été entendue par la chambre d'accusation de la Cour suprême du Mali. Elle est aussi poursuivie dans le même dossier de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Des milliers de personnes ont marché le dimanche 22 août 2021 dans la ville de Djenné. Objectif, protester contre la situation sécuritaire. À cette manifestation ont pris part les 8 communes du cercle de Djenné, plusieurs organisations de la société civile de la ville, des leaders politiques, les chefs traditionnels et les imams. La marche est allée du centre-ville, place de l'Indépendance, au bureau du cercle à la sortie est de la ville. La marche s'est déroulée pacifiquement sans incident. Comme je vous le disais dans les titres, dans une interview accordée au journal New African Magazine, l'imam Mahmoud Dicko, l'ancienne autorité morale du M5 RFP, a livré son analyse sur la crise multidimensionnelle du Mali. Une interview qui met en lumière la vision très tranchée de l'imam quant à la prolongation de la transition. À quelques 7 mois de la fin de la transition, l'imam Mahmoud Dicko sort de sa mosquée encore une fois de plus pour se prononcer sur l'actualité sociopolitique du Mali. Invité de la grande interview du média New African, l'imam Mahmoud Dicko a déclaré, je cite, qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'impasse parce que ceux qui ont mis le pays dans cette situation et qui doivent chercher la solution ne se remettent jamais en cause. Dans son intervention, celui qui autrefois était l'autorité morale du M5 RFP a laissé penser que ceux qui l'ont suivi hier pour apporter le changement ne veulent plus le suivre dans son projet de paix. Pour l'imam Mahmoud Dicko, c'est l'élite politique qui a failli et cette faillite de l'État s'explique par leur faillite. Il ajoute que l'un des problèmes du Mali est que les fondamentaux de la République sont mis en cause. Les élections annoncées peuvent être un début de solution, a-t-il déclaré, tout en soulignant que le problème du Mali n'est pas que les élections. Les élections, on en a fait de tout le temps. On a fait même de très bonnes élections à un moment, mais ça n'a pas résolu le problème parce qu'on occulte le véritable problème. On fait de la fuite en avant et ça ne marche pas, confie-t-il à nos confrères. L'imam Dicko n'a pas manqué de faire comprendre au peuple malien qu'il n'était pas pour une possible prolongation de la transition. Il a affirmé que les militaires ne sont pas certes la solution, il faudrait quand même que d'autres prennent le pays en main. Si le shérif de Nioro s'est lui dit favorable à une prolongation de cette transition, l'imam Dicko, son allié d'hier, semble être prêt à reprendre la rue pour le contraire. Suite à l'appel du shérif, les disciples de Boubèye Aïdara organisent une manifestation. Objectif, prolongation de la transition. Plus de précisions avec Fanta Diarra. C'était ce vendredi, lors de son prêche, que le shérif a demandé une prolongation de la transition. Les disciples du shérif Boubèye Aïdara ont ainsi organisé une grande marche ce jeudi matin à Nioro après l'appel à la prolongation de la transition de leur leader religieux. Pourquoi une prolongation de la transition ? Aucun discours politique ne se prononce à l'intérieur et à l'international sans que son auteur n'insiste sur la question du respect du délai de la transition. C'est dans ce climat de contradiction que le chef des Hamalistes, Boubèye Aïdara, s'est prononcé, je cite, « Si vous voulez qu'on avance, donnons-nous du temps. Nous, Maliens, devons œuvrer à ce que cette transition soit prolongée. Si nous avons l'espoir et l'ultime conviction que les autorités actuelles de la transition peuvent mieux faire, je demande une prolongation de 2 à 3 ans de la transition, rapporte un responsable de la communication du shérif.
Au cours de ce rassemblement, les fidèles et partisans appelleront à la prolongation. Cette manifestation est une première venant des disciples du shérif Haïdara depuis le début de la transition. Pour leur part, les chefs d'État de la CEDEAO et la communauté internationale ne sont pas dans la dynamique de la prolongation de la transition. Par ailleurs, les partenaires extérieurs du Mali insistent et pressent les autorités de la transition à organiser les élections présidentielles et législatives le 27 février 2022 pour rendre le pouvoir aux autorités légalement élues. La seule évidence qui se dégage aujourd'hui est la question de la prolongation de la transition qui divise les Maliens. Hier jeudi a eu lieu à Bamako une assemblée générale constitutive de l'interprofession de la filière bétail-viande du Mali visant la professionnalisation des acteurs au sein des familles et le renforcement des relations de travail entre elles. Oumou Makalou et Bakoroba Nyare pour le compte-rendu. Cette assemblée générale autour de la mise en place de l'interprofession bétail-viande avait pour objectif de professionnaliser les acteurs des familles et de renforcer les relations de travail entre elles. Selon le président du comité paritaire, l'interprofession bétail-viande est un outil essentiel pour faire évoluer la filière. C'est dans l'objectif de promouvoir une meilleure organisation de la production, de la commercialisation et de la transformation des marchés, la responsabilisation effective des acteurs de la filière que les projets PRAFS et PADEL-M se sont beaucoup investis pour cette filière puisse contribuer à l'augmentation des revenus des acteurs, mais aussi dans l'économie du Mali. Le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche nous explique l'objectif de ce rassemblement. Elle traduit ainsi notre volonté commune d'impulser une autre dynamique à l'amélioration des conditions de production, d'exploitation et de compétitivité des filières. Le président de l'APECAM salue l'initiative. En effet, depuis peu, la mise en place de l'interprofession bétail-viande connaît une crise qui l'affecte sur le plan organisationnel. Cette crise s'est traduite par un ralentissement des activités du processus de mise en place de l'interprofession. C'est pourquoi l'APECAM a été sollicité pour remédier à cette situation afin que le processus puisse se dérouler de façon impartiale, intégrale, avec la participation active des membres du comité paritaire et des responsables des familles au niveau régional et national. La création de l'interprofession permettra aux acteurs d'être un interlocuteur privilégié et de l'État dans la filière bétail-viande, de représenter et défendre les intérêts des professionnels de la filière bétail-viande au Mali, de promouvoir et valoriser la filière et renforcer le lien de solidarité, d'entraide entre les membres. À cause d'un soupçon de recrutement d'enfants soldats par des groupes armés au Mali, les États-Unis ont refusé de délivrer la licence du transpondeur de l'avion, une sanction qui a fait l'objet d'un séjour du ministre malien des Affaires étrangères. Aruna Saliakouni revient sur les faits. Le Mali a acheté un nouvel avion militaire CASA C-295 au constructeur européen Airbus. Cet avion de transport militaire est malheureusement bloqué en Espagne pour faute de transpondeur, un appareil dont les États-Unis refusent de délivrer la licence. Le transpondeur est un équipement embarqué indispensable pour tout avion. Cet appareil permet au radar secondaire des stations de contrôle du trafic aérien au sol de déterminer la position de l'avion. Il donne également une information de position aux autres avions se trouvant à proximité. Officiellement, cette sanction des États-Unis est due à un soupçon de recrutement d'enfants soldats par certains groupes armés. Au cours de l'année 2019, l'ONU indique qu'il y a eu le recrutement et l'utilisation de 215 enfants, dont 189 garçons et 26 filles. Ces enfants ont été recrutés, selon le même rapport, dans les régions de Kidal, avec 131 enfants et 49 pour Gao. Ils seraient âgés de 9 à 17 ans. Selon nos dernières informations, le groupe d'autodéfense Touareg Imigad et allié Gatia a fait un communiqué pour désormais respecter toutes les normes nationales et internationales relatives à la protection des enfants, à ne pas recruter de combattants mineurs et à lutter contre le phénomène des enfants soldats. Par ailleurs, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a effectué un séjour de 5 jours aux États-Unis. Un séjour pendant lequel il dit avoir sollicité l'appui des personnalités américaines pour la levée du blocage en vue de permettre la livraison de l'aéronef acquis sur fonds propres du Mali. Pour l'instant, aucune réaction de Washington malgré l'engagement du Gacha à purger les enfants soldats de ses rangs et les multiples plaidoiries du ministre Abdoulaye Diop. À présent, voyons l'image du jour.
Le tigre est une espèce de mammifère de la famille des Félidés du genre Panthera. Aisément reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir, il est le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. Super prédateur, il chasse principalement les cerfs et les sangliers, bien qu'il puisse s'attaquer à des proies de taille plus importante comme les buffles. Jusqu'au 19e siècle, le tigre était réputé mangeur d'hommes. La structure sociale des tigres en fait un animal solitaire. Le mâle possède un territoire qui englobe les domaines de plusieurs femelles et ne participe pas à l'éducation des petits. Très polyvalent en termes d'habitat, le tigre se rencontre dans toute l'Asie. L'espèce est considérée comme un danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature et est protégée sur l'ensemble des pays où il vit. À présent, l'actualité internationale. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que la Turquie avait tenu de premières discussions avec les talibans à Kaboul, ajoutant qu'Ankara étudiait la proposition des nouveaux maîtres de l'Afghanistan de sécuriser l'aéroport de la capitale après le retrait américain. Nous avons tenu nos premières discussions avec les talibans qui ont duré 3h30. A déclaré Erdogan aux journalistes. Si c'est nécessaire, nous aurons l'occasion d'avoir de tels pourparlers à nouveau. Il a aussi précisé que les discussions s'étaient développées dans une section militarisée de l'aéroport de Kaboul où l'ambassade turque a été temporairement installée. Réagissant à des critiques en Turquie à propos des relations d'Ankara avec des talibans, Erdogan a rétorqué que le pays ne pouvait s'offrir de luxe, de rester sans rien faire dans cette région instable. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont leurs attentes ou quelles sont nos attentes sans discuter. Qu'est-ce que la diplomatie, mon ami? C'est cela la diplomatie? A lancé le président turc. La Turquie avait envisagé d'aider à sécuriser et à gérer l'aéroport de la capitale afghane, mais a commencé mercredi à retirer ses soldats d'Afghanistan, laissant entendre qu'elle abandonnait cet objectif. Erdogan a expliqué que les talibans devaient dorénavant contrôler la sécurité à l'aéroport tout en proposant à Ankara d'assurer sa logistique. Mais il a souligné devant le double attentat suicide qui a tué jeudi au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains à l'aéroport, alors que s'achèvent les évacuations, a montré l'importance de connaître en détail la façon dont l'aéroport sera sécurisé. Ils disent plus, nous allons assurer la sécurité, vous faites fonctionner l'aéroport plus. Nous n'avons pris encore aucune décision sur cette question, a déclaré Erdogan. Nous prendrons une décision une fois le calme revenu. Au moins 72 personnes ont été tuées, plus de 150 blessés jeudi dans l'attentat perpétré à l'aéroport de Kaboul, selon un nouveau bilan fourni par 2 responsables de l'ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans. L'attaque perpétrée par le groupe État islamique EI au milieu de la foule des Afghans qui espéraient fuir le nouveau régime à bord d'avions affrétés par les Occidentaux a également tué 13 soldats américains selon Washington. L'opération Pitting a permis d'évacuer 15 000 personnes d'Afghanistan vers le Royaume-Uni. Il n'y a rien eu de tel en termes de rapidité et d'ampleur de notre vivant, en tout cas de mémoire d'homme. Et cela équivaut à une ville de la taille de Beaconsfield, Prestwich ou Aberga, Prestwich. Il y a un énorme travail en cours pour s'assurer que nous trouvons des foyers, que nous trouvons des moyens d'intégrer ces personnes dans ce pays. Mais nous avons une dette envers eux. Ce sont des gens qui se sont occupés de nos forces armées, qui ont aidé pendant les 20 ans d'engagement du Royaume-Uni en Afghanistan. C'est absolument la bonne chose à faire. Boris Johnson dit, « Je tiens à souligner qu'il ne s'agit que de la première phase. Ainsi, même au-delà de la date limite fixée par les États-Unis au 31 de ce mois, nous espérons continuer à dire aux gens, vous pouvez sortir. L'une des choses essentielles que nous disons aux talibans, au gouvernement, aux nouvelles autorités de Kaboul, c'est de s'engager avec l'Occident à débloquer ces fonds. Le passage en toute sécurité, pour ceux qui le souhaitent, étant évidemment la condition numéro 1. Le président iranien Ebrahim Raisi promet d'intensifier la lutte contre le Covid-19 et améliorer la situation économique.
dans un discours télévisé à l'occasion de la première réunion de son gouvernement, dénonçant des conditions qui ne sont pas dignes de l'Iran. La situation actuelle du pays n'est pas digne de la grande nation iranienne. Elle doit absolument changer. Nous pensons que ce qui a été fait était nécessaire mais pas suffisant. Nous devons garantir les vaccinations et la santé des personnes dans un délai court. Je vous l'annonçais en début d'édition, nous recevons sur ce plateau Daouda Keita, danseur chorégraphe. Daouda Keita, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là, je vous reviens juste après la biographie. Merci. Daouda Keita est né en 1984 dans un village de pêcheurs au Mali. Il était loin de s'imaginer danseur avant d'assister à la pièce Correspondance de la chorégraphe Ketli Noël et Nelly Siwe Zaba. Il décida alors d'intégrer le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia CAM de Bamako en section danse en 2009. Lauréat de plusieurs concours organisés par le CAM et nommé meilleur danseur-interprète, il créait en 2012 son premier solo nommé Et Allah, présenté au Mali au festival Danse Bamako Danse. En mai 2014, le solo est présenté à Tunis lors de la première plateforme sous-régionale de danse l'Afrique Danse. Daouda Keita était lauréat de visa pour la création 2014 développé par l'Institut français Programme Afrique et Caraïbes en création avec un nouveau solo intitulé Moi Daouda Keita. Il bénéficiait également pour cette résidence du soutien de la briquerie CDC du Val-de-Marne. Est-ce exact, M. Keita? Exact, merci. Alors, vous avez une association nommée Famou Danse qui est actuellement en tournée dans les régions de Sikasso et Ségou. Exact. Dans quel cadre s'inscrit cette tournée? Alors, merci pour l'invitation. Ce projet qui mène aujourd'hui la compagnie Famou Danse s'appelle De la danse à la tolérance, financé par l'Union européenne sous le programme Unis dans la diversité, géré par la Confed. Donc, ce projet vise quand même à mettre en avant la cohésion et la paix et le vivre ensemble entre les Maliens. Et donc, du coup, l'association Famou Danse, quand même, nous disons artistes et nous avons aussi notre rôle à jouer dans la sensibilisation et inviter la population en créant 2 spectacles dans 2 lieux, c'est-à-dire à Ségou et à Koutchala. Nous avons travaillé avec 12 jeunes malentendants avec qui nous travaillons depuis des années sur des projets précédents qu'on appelle Parole de corps, d'où nous avons formé 41 jeunes filles et garçons en danse et en théâtre. Et aujourd'hui, nous les accompagnons toujours sur des projets de perfectionnement et de renforcement des capacités. Et ces jeunes-là sont aujourd'hui sur le terrain. Et on a pris 12 personnes. Parmi eux, divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui a travaillé à Ségou, un groupe qui a travaillé à Koutchala. Et donc, ces 2 spectacles-là sont en tournée. Ils étaient à Ségou le 24 et 25. Et aujourd'hui, ils sont à Sikasso. Et ils vont présenter les 2 spectacles qui ont été créés. Vraiment, tous les 2 spectacles ont été créés pour parler de la paix et de la cohésion. Donc, c'était une sorte de commande. Donc, nous avons créé des spectacles qui parlent de la cohésion sociale. Donc, voilà. Vous êtes aussi en pleine création d'un spectacle solo intitulé Fiction. Oui. Parlez-nous de ce spectacle. Alors, ce spectacle que j'ai nommé entre guillemets Fiction était une sorte d'urgence. Ça s'est imposé à moi lors du premier confinement. Ça m'a trouvé en Suisse, j'étais en Suisse. Et j'ai reçu l'offre d'un programme qu'on appelle Fiction. Fiction s'est imposé à moi. Fiction, c'est mon tout nouveau solo qui s'est imposé à moi, que j'ai réfléchi, qui est parti qui est parti à la base. J'avais la commande de présenter un projet à Marseille lors d'un programme, mais je voulais retravailler sur Et Allah, qui est mon premier solo, dont vous avez parlé, mais je voulais le retravailler vu toutes les expériences que j'ai eues entre 2014 et 2021. Alors, il fallait réfléchir comment
aller au-delà de ce spectacle-là. Donc du coup, les images que je recevais étaient étranges, étaient bizarres. Donc il n'y avait pas forcément de lien entre ce que je voyais, je recevais comme information et Allah. D'où fiction, parce qu'il y avait des images quand même un peu bizarres. Donc du coup, aujourd'hui, j'imagine fiction comme un corps philosophique, un révélateur conscient, et voilà, qui nous offre quand même à réfléchir sur un monde fictionnel, antérieur au futur. Un monde irréel en quelque sorte. Voilà, irréel. D'accord. Et quels sont vos projets? Mes projets, il y en a beaucoup. Là, je suis entre mon solo qui va continuer parce que c'est une phase que je suis en train de faire. La première phase a eu lieu à Marseille et je continue à travailler ici. Et demain, demain samedi 28, il y aura une sortie de résidence que je vais présenter aux invités. Voilà. Et tout le monde est invité à venir voir ce spectacle qui se passe à ma structure, Les Fils, au quartier du Fleuve, donc à 17h. Si vous avez le temps de passer voir ce spectacle, ça serait bien. Mais le travail va continuer. Il y aura une troisième étape de travail en Europe qui me permettra de finaliser ce projet et qui va être présenté pour la toute première fois fini à Bamako lors du festival BAM en décembre prochain. En décembre prochain. Voilà. Et également, je continue toujours avec la compagnie. On a des projets et j'imagine aussi de mettre en place comment on appelle, un festival autour du handicap parce que je travaille toujours avec les jeunes malentendants et quand même pour aller au-delà de ce qui est après la création, il faut diviser. Donc du coup, aussi trouver des moyens d'échange entre ces jeunes-là et d'autres personnes qui vivent dans la même situation à travers le monde. D'accord. Merci, M. Keita. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle de la réalisation. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Afternoon News.